Steve Jobs, un nom qui symbolise à la fois l'innovation et la controverse. Pour certains, il est un héros qui a révolutionné le monde de la technologie, pour d'autres, un tyran impitoyable. Qui était vraiment cet homme? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de Steve Jobs, depuis son enfance jusqu'à son décès, en mettant en lumière les moments clés de sa carrière et les facettes les plus méconnues de sa personnalité. Steve Jobs, héros, visionnaire ou tyran, découvre son vrai visage. Parlons dans un premier temps de ses parents biologiques. Son père, Abdul Fattah Jandali, était un jeune étudiant d'origine syrienne qui étudiait en sciences politiques, et sa mère, Joan Schiebel, qui était elle américaine mais d'origine suisse et allemande, donc européenne. À l'époque, les deux étaient encore étudiants et n'étaient pas encore mariés car leur famille désapprouvait complètement leur relation. Le père de Joan était un homme strict, conservateur qui refusait catégoriquement leur union, notamment en raison des origines syriennes et musulmanes d'Abdul Fattah Jandali. D'après même certaines rumeurs et certains textes, le père de Joan l'aurait même menacé de la déshériter si elle venait à se marier avec Abdul Fattah. C'est en 1954 que Joan tombe enceinte et elle choisit de rejoindre un foyer pour mères célibataires à San Francisco. À l'époque, les grossesses hors mariage étaient assez tabous et très mal vues par la société, et la pression sociale sur les jeunes filles enceintes était immense. Steve Paul Jobs naît donc le 24 février 1955 à San Francisco. Et au moment où cette vidéo sort, du coup, s'il était encore en vie, il aurait fêté ses 70 ans. Il a été immédiatement placé après sa naissance à l'adoption. Ses parents biologiques souhaitaient qu'il soit adopté par un couple qui soit diplômé de l'université. Cependant, après le désistement d'un premier couple, ses parents finissent par accepter l'adoption du coup de Paul et Clara Jobs, un couple modeste vivant à Mountain View en Californie, à condition qu'ils garantissent une éducation universitaire à Steve, qui puisse placer de l'argent tout au long de l'enfance de Steve pour pouvoir lui garantir du coup l'université à l'âge requis. Son père adoptif, Paul Jobs, était un mécanicien et il travaillait dans l'industrie des lasers et de l'électronique, et c'est d'ailleurs lui qui a initié Steve aux technologies et à la réparation d'appareils électroniques. Clara Jobs, de son côté, sa mère adoptive, était comptable et elle a beaucoup soutenu son fils durant son éducation. Et ses parents adoptifs lui ont toujours dit qu'il avait été choisi et qu'il était spécial, et c'est ça qui a aussi renforcé beaucoup sa confiance en lui. Mais à l'école, le jeune garçon est turbulent, il s'ennuie, défie l'autorité, mais ses professeurs remarquent une intelligence hors norme. La famille déménage ensuite à Los Altos en Californie, et c'est ici, dans une Silicon Valley naissante, que Steve rencontre des figures clés qui influenceront sa vie. Parmi elles, Steve Wozniak qu'il rencontre au lycée, avec qui il partage une passion pour l'électronique. En 1971, quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, Jobs et Wozniak montent leur première petite affaire ensemble, la vente des Blue Box. Les Blue Box étaient des petits dispositifs électroniques qui permettaient de passer des appels à longue distance gratuitement en manipulant les tonalités du réseau téléphonique. Steve Jobs, déjà un excellent vendeur, arrive à convaincre Wozniak de fabriquer et de vendre ces appareils. Il gagne quelques centaines de dollars. Mais surtout, cette expérience leur donne un avant-goût de l'entrepreneuriat et de la manière dont la technologie peut être commercialisée. Jobs dira plus tard que sans les Blue Box, Apple n'aurait peut-être jamais existé. Et une petite anecdote rigolote à ce sujet, Wozniak a d'ailleurs raconté dans une interview plusieurs années plus tard que Jobs et lui-même avaient appelé le Vatican en se faisant passer pour Henry Kissinger, qui était le président des États-Unis à l'époque, et qu'il souhaitait s'entretenir avec le pape Paul VI. L'assistant du pape, du coup, qui avait reçu l'appel, les a pris très au sérieux. Il a d'ailleurs essayé de trouver le pape pour passer l'appel, mais Wozniak et Jobs, eux, ont éclaté de rire, et du coup, ils ont raccroché. Et voilà, un petit canular téléphonique qui avait été orchestré par les deux jeunes adolescents avec ces fameuses Blue Box. En 1973, après seulement quelques mois au Reed College, Jobs abandonne ses études. Il trouve que les cours sont trop coûteux pour ses parents adoptifs et n'y voit pas d'intérêt immédiat. Il reste cependant sur le campus et assiste à des cours en audition libre, notamment pour des cours de calligraphie qui influenceront plus tard la typographie des Macintosh. Et après avoir quitté le Reed College, Jobs retourne en Californie et trouve un emploi chez Atari, qui est une entreprise de jeux vidéo, grâce à un ancien camarade de classe. Il travaille là-bas comme technicien, mais son caractère et son manque d'hygiène agacent sensiblement ses collègues. Atari lui confie donc une tâche pour améliorer un jeu d'arcade qui s'appelle Breakout, et il demande à Steve Wozniak de l'aider et lui propose de partager la prime de 750 $, prime qu'il gagnera en améliorant le jeu. Et au final, Jobs gardera en réalité une grande partie de l'argent sans le dire à Wozniak, et ça va causer des tensions un petit peu plus tard. Après avoir abandonné le Reed College en 1973 et son emploi chez Atari, Jobs était en pleine quête spirituelle. Il s'intéressait au bouddhisme, à la méditation et aux philosophies orientales, inspiré par les enseignements d'un gourou indien qui s'appelait Neem Karoli Baba, et il décide de partir en Inde avec son ami Daniel Coates, qui deviendra plus tard un des premiers employés d'Apple.
Steve Jobs et Daniel Koch arrivent en avril 1974 à New Delhi, puis ils voyagent à Haridwar et Rishikesh au nord de l'Inde à la recherche de Neem Karoli Baba. Malheureusement, le gourou est décédé l'année précédente en 1973, ce qui va beaucoup bouleverser Steve Jobs. Il passe plusieurs mois en Inde, voyage de village en village, vivant avec très peu d'argent et adoptant un mode de vie assez ascétique. Il expérimente la spiritualité, la méditation et la simplicité de vie, mais finit par être déçu par certains aspects de la culture indienne. Et après plusieurs mois en Inde, Jobs retourne en Californie avec le crâne complètement rasé et vêtu de vêtements traditionnels indiens. Il est profondément marqué par cette expérience et adopte certaines pratiques bouddhistes qu'il conservera toute sa vie. Une philosophie assez minimaliste qu'il influencera plus tard dans des designs épurés des produits Apple. Il apprend à voir les choses différemment et à faire confiance à son intuition, un principe clé dans sa gestion de l'innovation. Il développe aussi une vision du monde plus spirituelle, bien que non religieuse, qui influencera son leadership et son approche du travail. Ce voyage fut un tournant pour lui permettant de revenir avec une nouvelle perspective sur sa vie et sur la technologie. Après son retour, Jobs reprend contact avec Steve Wozniak qui travaille actuellement chez HP. En parallèle, Wozniak construit un ordinateur personnel rudimentaire. Jobs voit immédiatement un potentiel commercial et le pousse à aller plus loin. Ils rejoignent le Hombre Computer Club, un groupe de passionnés de technologie. Et c'est dans ce club que Jobs et Wozniak vont présenter leur premier prototype de l'ordinateur qui était en train d'être créé par Wozniak. Et c'est à cette époque que Jobs commence sérieusement à réfléchir à fonder une entreprise autour des créations de Wozniak. Convainc Wozniak de quitter HP et de vendre son invention, l'Apple One, un kit informatique vendu principalement à des amateurs. Dans le but de récolter de l'argent pour pouvoir fonder cette entreprise, Jobs vend son Volkswagen Van, Wozniak sa calculatrice HP pour financer la fabrication des premiers ordinateurs, et on a Ronald Wayne, un ancien collègue de Jobs qui travaillait chez Atari et qui a dessiné les premiers logos d'Apple représentant Isaac Newton sous un pommier. Ronald Wayne possédait 10% des parts d'Apple, mais les a revendus quelques jours plus tard, environ 12 jours plus tard, pour la somme de $800. Et c'est en 1976, à l'âge de 21 ans, que Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne cofondent Apple Computer Inc. Le nom Apple aurait été choisi par Jobs car il suivait un régime frutarien et avait une obsession pour les pommes. Mais aussi, en choisissant Apple, l'entreprise apparaîtrait avant Atari et d'autres marques concurrentes dans l'annuaire, ce qui pouvait attirer du coup de nouveaux clients. Apple a donc été officiellement fondé le 1er avril 1976 dans le garage des parents de Steve Jobs. Et c'est l'Apple II, lancé en 1976, qui va marquer un vrai tournant. Ce produit devient le premier ordinateur personnel à connaître un succès commercial assez massif. Jobs n'est pas un ingénieur comme Wozniak, mais lui, il a une vision, c'est rendre la technologie accessible à tous. Déjà, son perfectionnisme et sa passion pour le design se manifestent. Il veut que chaque détail, même invisible, soit parfait. En 1982, Jobs dirige l'équipe du Macintosh. Il devient obsédé par l'idée de créer un ordinateur personnel plus accessible et plus élégant, ce qui le mènera à la création du Macintosh. Il veut un ordinateur qui puisse être utilisé par tout le monde, par le grand public et pas seulement par les experts de l'informatique. Le premier qui serait doté d'une interface graphique et d'une souris. Son caractère très exigeant et ses méthodes de management autoritaires causent des tensions au sein d'Apple. Plus le temps passe, plus il prend de décisions seul et impose une vision unique, ce qui crée pas mal de conflits avec beaucoup de membres de l'équipe, y compris avec John Sculley. John Sculley, c'est l'ancien directeur de Pepsi qu'il avait recruté en tant que PDG d'Apple en 1983 avec cette phrase iconique « Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie à vendre de l'eau sucrée ou tu veux changer le monde avec moi ?» Jobs veut pousser Apple à la révolution du Macintosh, mais Sculley lui préfère s'assurer d'une stabilité financière pour l'entreprise. Les deux ont des visions assez différentes du coup sur l'avenir d'Apple. Et c'est à ce moment-là que Jobs devient de plus en plus frustré et qu'il intensifie ses efforts pour imposer sa vision de la direction créative et technologique. Il est déjà un personnage très controversé à cette époque, mais il a clairement posé les bases de l'innovation d'Apple. Le Macintosh arrive bientôt, mais le conflit avec Sculley s'intensifie. Les deux hommes ont des visions radicalement différentes sur l'avenir d'Apple. Jobs, avec son esprit révolutionnaire, veut faire d'Apple la marque dominante de la technologie, tandis que Sculley, lui, préfère se concentrer sur des stratégies commerciales plus sûres et des produits qui sont déjà éprouvés. Le lancement du Macintosh a lieu le 24 janvier 1984 et c'est l'un des événements les plus marquants dans l'histoire d'Apple. Pour le promouvoir, il lance une publicité nommée 1984 et qui a été réalisée par Ridley Scott, qui deviendra une pub iconique de la marque. Le Macintosh pose les bases de l'informatique moderne malgré son prix qui est assez élevé et quelques limitations logicielles. En 1985, une énième confrontation
entre Sculley et Jobs a lieu, une confrontation qui est décisive puisque Sculley, dans ce cas-là, est soutenu par le conseil d'administration. Jobs est évincé de son propre poste, perd son contrôle direct sur l'entreprise et le développement des projets. Sculley prend donc le contrôle total d'Apple et Jobs n'ayant plus aucun pouvoir de décision, de direction, de créativité, il décide donc de démissionner et de quitter Apple à l'âge de 30 ans, l'entreprise qu'il avait lui-même créée quelques années auparavant. Mais Jobs ne s'arrête pas là. Après avoir quitté Apple, il décide de fonder Next en 1985, donc l'année qui suivra, une entreprise qui se spécialise dans la création d'ordinateurs assez haut de gamme et qui va être plus dirigée pour le secteur de l'éducation et de l'entreprise. Et on peut clairement dire que Next a rencontré un certain succès auprès des institutions éducatives et des chercheurs. Mais ces ordinateurs sont beaucoup trop chers pour un marché plus large. Cependant, les innovations de Next serviront plus tard dans la fondation du système macOS. En parallèle, Jobs commence à investir dans des projets personnels qui l'aideront à rebondir dans l'industrie par la suite. Notamment, en 1986, Jobs rachète une petite division d'animation de George Lucas. Cette division s'appelle Pixar, qui est à l'origine une division de Lucasfilm spécialisée dans les effets visuels numériques et 3D, et il doit dépenser environ 10 milliards de dollars, donc il y a 5 millions de dollars pour l'achat et 5 millions supplémentaires pour pouvoir financer les activités de Pixar. Jobs devient donc en 1986 PDG de Pixar, le studio va progressivement se transformer en un géant de l'animation, avec des succès comme Toy Story qui est sorti en 1995 et qui deviendra le premier long métrage entièrement animé en 3D par ordinateur. Ce succès transforme donc Pixar en un géant de l'industrie cinématographique. Et après une grande série de succès comme Toy Story, Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, Les Indestructibles ou encore Cars, Pixar devient une entreprise très influente dans l'industrie du cinéma d'animation et Disney, voyant le potentiel de Pixar et craignant de perdre leur partenariat, il décide en 2006 d'acheter Pixar pour 7,4 millions de dollars en actions, et ce qui fait que pour Steve Jobs, qui était le PDG et le principal actionnaire de Pixar, il devient alors le plus grand actionnaire individuel de Disney avec environ 7% des actions et il rejoindra aussi le conseil d'administration de Disney. À la fin des années 96, sur le mois de décembre, Apple est au bord de la faillite. Gil Amelio, qui est le PDG d'Apple à cette époque, décide de racheter Next pour 400 millions de dollars et du coup rappelle Jobs pour lui proposer un poste de consultant chez Apple. Quand Jobs revient chez Apple, il découvre le travail d'un certain Jonathan Ive, plus connu sous le nom de Johnny Ive, qui dirigeait déjà le département design industriel depuis plusieurs années, mais dont le travail était clairement sous-exploité. Steve Jobs et Johnny Ive ont immédiatement connecté à leur rencontre, ils partagent tous les deux une vision commune du design, la simplicité, le minimalisme et l'excellence dans la qualité des matériaux. Et d'après une rumeur, Jobs et Ive déjeunaient ensemble presque tous les jours et passaient des heures et des heures à réfléchir aux produits, et les deux avaient la même vision, ils croyaient en un design qui pouvait allier la beauté et la fonctionnalité sans pouvoir avoir de compromis à faire. Jobs avait une immense confiance en Ive, il lui donnait carte blanche pour imaginer le design de tous les futurs produits d'Apple, et du coup, le retour de Steve Jobs et la collaboration avec Johnny Ive marquent un nouveau départ chez Apple. Jobs reprend progressivement la direction d'Apple en juillet 1997, le conseil d'administration décide alors d'évincer Gil Amelio, qui était le PDG d'Apple de l'époque et qui a demandé à Jobs de revenir. Mais pour le coup, Jobs refuse d'être nommé immédiatement PDG, d'être nommé CEO. Il préfère un rôle temporaire. Il était alors nommé l'intérim CEO, le iCEO. Et certaines rumeurs expliquent même que ce fameux I, dans le iCEO, le iCEO, a donné l'idée à Jobs de nommer tous ses produits par un I. Alors après, est-ce que c'est rumeur ou une vraie info ? Ça, malheureusement, on ne pourra jamais le savoir. Et c'est 3 ans plus tard, au début des années 2020, que Jobs décide officiellement de redevenir CEO, et donc il supprime le petit i de son titre. En 1998, Jobs commence à réorganiser Apple, il coupe tous les projets inutiles et il recentre l'entreprise sur l'innovation. Sous son impulsion, Apple lancera une série d'innovations qui ont changé à jamais l'industrie, comme en 1998 avec l'iMac, design coloré et épuré qui permettra à Apple de se relancer. En 2001, l'iPod qui révolutionne la musique numérique. Il y avait déjà des baladeurs qui existaient et autres, mais vraiment l'iPod avec la bibliothèque de musique a vraiment révolutionné l'industrie de la musique numérique. En 2007, l'iPhone qui redéfinit un petit peu le smartphone et l'informatique sur mobile. Et en 2010, l'iPad qui popularise les tablettes tactiles. Et tous ces succès font d'Apple l'une des entreprises les plus influentes du monde. Si Steve Jobs était un visionnaire hors du commun, il était aussi un patron redouté. Son tempérament explosif, son exigence extrême et son perfectionnisme sans compromis en ont fait une figure qui était autant admirée que crainte. Jobs était brutal dans sa communication, il ne mâchait pas ses mots et pouvait humilier quelqu'un en quelques secondes.
Il passait du mépris absolu à l'admiration totale, souvent sans transition. Il considérait 90% des idées qui étaient présentées comme de la merde, mais quand une amélioration lui plaisait, il pouvait l'encenser comme si elle était révolutionnaire. Il ne supportait ni la médiocrité, ni l'indécision, et détestait qu'on lui dise que quelque chose était impossible. Steve Jobs demandait l'excellence absolue. Son obsession du détail poussait ses équipes à travailler sous une pression constante. Il n'hésitait pas à faire, refaire et refaire un projet plus d'une dizaine de fois, jusqu'à ce que le projet soit parfait. Il pouvait rejeter une idée sans explication, puis la présenter lui-même, quelques semaines plus tard, comme si c'est lui qui l'avait inventé. Il croyait que la souffrance forgeait l'excellence et pensait que la pression poussait les gens à se surpasser. Il pensait que même les parties cachées d'un produit devaient être soignées. Notamment lors du développement du premier Macintosh, il a exigé que l'intérieur de l'ordinateur soit aussi beau et bien conçu que l'extérieur, alors qu'il était invisible pour les utilisateurs et qu'il fallait en plus des outils spécifiques pour le démonter. Ou encore, lors de la présentation de l'iPhone, l'équipe de design avait prévu un écran en plastique et Jobs l'a immédiatement rejeté et a exigé un écran en verre ultra résistant. Les ingénieurs lui ont donc expliqué que c'était impossible à produire en masse. Jobs leur a dit écoutez, vous avez 2 semaines maintenant pour me prouver que vous avez tort. Et résultat, ils ont trouvé une solution et l'iPhone avec un écran en verre ultra résistant est né. Jobs était aussi connu pour ses colères dévastatrices. Il pouvait critiquer, rabaisser et insulter un employé devant tout le monde. Il lançait des phrases comme ce que tu viens de dire, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, pourquoi est-ce que tu es encore ici ?» Un autre exemple aussi qui était assez célèbre, un jour en passant dans un couloir chez Apple, il croise un de ses employés qui ne le reconnaît pas et il lui demande « mais tu fais quoi toi ici ?» L'employé commence alors à expliquer son rôle et Jobs intervient, il le coupe, il dit « non mais c'est bon, t'es viré ». Et après il continue son chemin comme si de rien n'était. Et ce qu'il aimait le plus par-dessus tout, c'est mettre ses employés en difficulté en posant des questions pièges pour tester leur réactivité. Et d'ailleurs, plusieurs témoignages d'anciens collaborateurs de Steve Jobs disaient que travailler avec Steve, c'était à la fois inspirant et épuisant, qu'il te poussait très souvent à bout pour dépasser tes limites, mais que c'était parfois de manière un peu brutale. En octobre 2023, alors qu'il subit un bilan médical de routine, les médecins lui ont découvert une tumeur neuro-endocrine du pancréas. Il s'agit d'un cancer assez rare, contrairement au cancer du pancréas classique. Celui-ci est moins agressif et peut être soigné par une opération. Les médecins recommandent donc une chirurgie immédiate pour retirer la tumeur et éviter qu'elle ne se propage. Mais Jobs, fidèle à son côté anticonformiste, refuse l'opération. Et c'est là que la controverse commence. Il se penche vers la médecine alternative et au lieu de suivre les recommandations des médecins, il se tourne vers l'acupuncture, les régimes végétals stricts, les jus détox et la méditation. Il consulte des guérisseurs et tente même des thérapies à base de plantes. En juillet 2004, après toutes ces tentatives et 9 mois de refus, Jobs finit par céder et subit une pancréasectomie, une opération pour retirer la tumeur. Il annonce publiquement à ses employés que tout va bien et qu'il va mieux. Pendant quelques années, il reprend une vie normale et continue à diriger Apple d'une main de fer, mais la maladie est toujours là en silence. En 2008, des rumeurs commencent à circuler sur la santé déclinante de Jobs. Il apparaît amaigri, fatigué et même affaibli lors des keynotes d'Apple. En janvier 2009, Jobs annonce qu'il prend un congé médical pour se soigner. En avril, on apprend qu'il subit une greffe du foie, signe que le cancer s'est propagé, et on peut dire que Jobs a toujours été assez secret sur sa maladie, il minimisait son état de santé et il refusait catégoriquement de parler de ses traitements. En août 2011, 2 ans plus tard, affaibli et conscient qu'il ne peut plus diriger Apple, Jobs démissionne de son poste de CEO, mais il reste quand même président du conseil d'administration. C'est alors Tim Cook, qui était Chief Operating Officer, donc COO, qui est l'équivalent d'un directeur d'exploitation, qui prend officiellement la relève. En sachant que sur l'année 2011, Tim Cook, de manière officieuse, prenait déjà quelques décisions au sein d'Apple pour supplier un petit peu Jobs, qui était très malade. Son état se détériore très rapidement et il meurt le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans, chez lui à Palo Alto, entouré de sa famille. Des experts estiment que s'il avait été opéré immédiatement, il aurait eu de grandes chances de guérison. Et en retardant l'opération, le cancer a eu le temps de se propager, rendant les traitements beaucoup plus compliqués. Son décès marque donc la fin d'une ère, mais son héritage perdure à travers les innovations qu'il a impulsées. Les produits et les idées qu'il a portées continuent d'influencer notre quotidien. Jobs était-il un visionnaire révolutionnaire ou un leader impitoyable? Probablement les deux. Ce qui est certain, c'est qu'il a profondément marqué notre époque. Jobs était un homme complexe, à la fois admiré et critiqué, à la fois visionnaire et tyran. Il n'était pas sans défaut, son perfectionnisme exacerbé, son comportement souvent abrasif et son refus de compromis ont fait de lui un patron redouté. Pourtant, ce sont ces mêmes traits de caractère qui ont joué un rôle central dans ses réalisations exceptionnelles tout au long de sa vie. Jobs n'a jamais cherché à plaire à tout le monde, mais il a toujours cherché à pousser les autres à être meilleurs et à repousser les limites du possible. En fin de compte, Steve Jobs n'était pas parfait.
il a pris des décisions controversées, a déçu des proches et a payé le prix de sa quête incessante de perfection. Mais c'est cette même imperfection qui a fait de lui un homme à part, un personnage iconique qui a réussi à bouleverser les normes et à redéfinir des industries entières. Jobs a laissé derrière lui un univers dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il a changé notre façon de vivre, notre façon d'utiliser la technologie, et tout cela suffit à faire de lui une légende. Était-il un héros, un visionnaire ou un tyran? À toi de me le dire dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle But. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!